Tu me Ouais. disais que la rediffusion de cette saison de Peaky Blinders se fera sur Arte avant Netflix. Est-ce que ce monde est sérieux? Alors tout à fait. C'est-à-dire que c'est programmé pour ça. Netflix, c'est pas les premiers. S'ils sont producteurs, mais les premiers producteurs, c'est la BBC. Donc en premier, BBC, en deuxième, Arte, et en troisième, Netflix. Quand D'accord. c'est la puissance de Netflix, c'est assez rare pour le souligner, donc c'est fait. C'est souligné. On me dit le live sur le chat. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Aurélien, et n'hésite pas à t'exprimer de façon plus claire, que je comprenne tes propos. Salut à Première Dame qui nous rejoint. Et donc oui, une sixième saison qui nous reprend sur un climax sur lequel il nous avait laissé en saison 5. C'est pas forcément toujours le cas, hein. Notamment il y a des saisons où tout ce qui commence dans la saison, notamment par exemple le délire contre les champs de Greta, tout ça, ce qui commence dans cette saison, dans la saison 4 en l'occurrence, s'arrêtait dans la saison 4. Ici c'est pas le cas, ici on finit quand même sur un cliffhanger, on s'était laissé sur quoi? Sur l'attentat contre Oswald qui avait échoué, les hommes de Tommy Shelby et des Shelby d'une manière générale qui s'étaient fait poutrer, notamment le tireur un peu fou qui avait sorti de son asile, et donc Oswald toujours vivant, la grosse débâcle, et l'ultime plan c'était Tommy Shelby aux abords de sa propriété en train de hurler avec un flingue sur sa tempe. C'est ça, c'est exactement ça. Donc l'attentat a foiré. Il avait fait ça donc avec, souviens-toi, un camarade militaire un peu autiste, un peu ravagé par la guerre, qui devait donc sniper Mosley pendant sa réunion de fachos là. Malheureusement ça a foiré, et on apprend dans l'épisode 1 de la saison 6 qui étaient les commanditaires. Je sais pas si tu veux en parler tout de suite. On va évidemment en parler, mais je tiens à préciser qu'on spoilera nécessairement. D'ailleurs, je ferai peut-être une rediff sur mon autre chaîne, Daimon, les chroniques de YouTube, juste de cette petite chronique, étant donné que maintenant je fais un petit peu plus de commentaires de séries, même si j'espère que ce format live vous convient, spectateurs du futur. Dites-moi, c'est pour un petit peu alimenter la chaîne en attendant les grosses vidéos, notamment celle sur Boba Fett que j'ai commencé à enregistrer, mais voilà, qui... de toute façon, maintenant elle est tellement en retard, je la sortirai quand je veux. Bref... Revenons à Peaky Blinders. Là, on a seulement le premier épisode, étant donné que c'est pas toute la saison qui sort d'un coup. Et donc, oui, le premier épisode qui reprend donc dans ce champ là où on nous avait laissé. C'était même pas, c'était il y a plus d'un an en plus, je crois. Il me semble. 2 ans, ouais. Avec le Covid, ouais, 2 ans, à peu près 2 ans. On l'avait attendu un petit peu plus longtemps, quoi. Ouais. Alors, on a Thomas qui est sur le point de se suicider. Et on entend bien le déclic, mais il n'y a pas de balle qui part. Et là, par contre, il y a sa femme qui arrive et qu'il traite de lâche. Alors, ça, j'ai trouvé ça sympa. Tu vois, le mec, il est déjà au 36e dessous. C'est pas sa femme, c'est sa sœur. Ah, c'est sa sœur. Putain, mais tu sais que je les confonds à chaque fois. Je n'arrive pas à faire la différence entre Ada et. Alors, je te comprends, c'est deux tâcherons. Même si Ada est un peu plus jolie. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, t'as la première scène, parce que c'est vachement bien filmé, t'as le frère, t'as Arthur, donc, et Tommy. La photographie dans le champ est plutôt jolie, avec toute la brume et tout, les plans larges. Voilà, exact, toutes les nappes, tout ça. Effectivement, ensuite, quand il s'en va vers le terrain vague, là où il y a l'épouvantail, t'as un plan large et ça se resserre. Et en fait, là, tu sens Arthur complètement dépravé. Tu sens que cette saison, ça va être la dernière pour lui, parce qu'il est dans un état quasiment proche du coma. Et en fait, t'as Tommy qui est au bout du rouleau aussi, qui se demande ce qui s'est passé, comment l'attentat contre Mosley a pu foirer. Et t'as Arthur. Parce que c'est ça, les interactions qui se répètent tout le temps, c'est who, why, how, mais qui a, ça l'obsède, quoi, au point de presque se foutre en l'air, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, le truc, c'est que t'as Arthur qui, comme il est au bout du rouleau, lui demande d'aller boire un verre, ce qui est significatif de son état, en fait. Et puis t'as Tommy qui veut, comme tu disais, se tirer une balle. T'as l'intervention d'Ada qui lui dit: écoute, t'es vraiment une loque. Elle lui fait la manière forte, hein. Elle dit: ouais, t'aurais pu au moins vérifier si ton arme elle était chargée. Alors c'est surtout qu'elle l'engueule de envisager de quitter ce monde sans dire au revoir à sa famille. Voilà, exactement. Invoqué, vraiment quoi. Comme un lâche. D'ailleurs, elle lui dit carrément: écoute, t'es plus un militaire, t'es vraiment un lâche. T'es une merde, quoi. Elle l'enfonce. Lui, il a la tête dans la boue. C'est plutôt bien fait. Ah, c'est super bien fait, parce que ça lui donne une tête à la double face. C'est sûrement voulu, parce que c'est vraiment, ça lui fait un truc symétrique sur le visage, quoi. Exactement. T'as le côté, donc, l'ancien Thomas Shelby, le costaud, et t'as le côté lâche
lâche de Thomas, quoi. Donc ouais, déjà c'est bien foutu au niveau de l'image, ouais. Et donc t'as Ada qui le motive et qui lui dit, écoute, je sais pas si t'as je sais pas si t'as une bonne raison de te suicider, et lui balance les balles et lui dit au moins là t'en as 6. Ouais, j'ai trouvé ça bien Oui, parce que c'était dialogué. probablement un 6 coups, genre bah celle-là, t'as aucune chance de te rater au moins. Exactement. Et donc là il ramasse les balles et il revient un petit peu à la vie. Et alors, je sais pas comment tu l'as analysé, toi, ce plan un petit peu double face avec la boue d'un côté ou pas. Moi, j'avais l'impression que c'était un message envoyé au spectateur en mode un petit peu en sous-texte pour montrer l'ambivalence en fait chez Tommy Shelby entre le calcul pragmatique de l'instant présent qu'on lui connaît hein, pour improviser des plans pour réagir sous pression dans le moment. C'est quand même pas le dernier, mais en même temps l'attachement, même la nostalgie des moments passés en fait auxquels il se raccroche de plus en plus et qui c'est un petit peu ça qui est en train de le faire sombrer aussi. C'est ça, c'est le côté, ce que je te disais, c'est le côté Thomas Shelby costaud et Thomas Shelby dans la merde, quoi, dans la boue. Nostalgique et calculateur, ce qui paraît un peu incompatible et pourtant. Voilà, c'est exactement ça. Et puis t'as la motivation de la sœur. Alors la sœur, moi ce que je pense qui va se passer, c'est qu'elle va prendre le rôle de Polly. Tu sais, sa tante, Ouais. la matriarche, Oui, parce qui qu'on était va en très parler. forte, Ouais. qui était un personnage très fort. Et là, tu sens bien que le scénariste, d'ailleurs c'est un seul scénariste, c'est Steven Knight. Tu sens bien qu'en fait, il va donner le rôle de Polly à la sœur Ada. C'est elle qui va prendre le relais sur le côté vraiment femme forte, matriarche, leader de clan. Et là c'est la scène qui l'intronise Ça va être dans ce dur de rôle-là. reprendre le rôle, hein, ceci dit, mais. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on en parlera, oui, sur l'hommage que j'ai trouvé magnifique pour Ouais. la Polly. Alors, concernant les commanditaires, comme tu l'évoquais tout à l'heure, donc en l'occurrence, c'est l'IRA, Ouais, l'armée révolutionnaire irlandaise, qui a fait capoter l'assassinat de Mosley. Et d'ailleurs, ils lui disent même, hein, alors non seulement ils ont fait capoter l'assassinat de Mosley, mais ils ont buté 3 personnes chez les Shelby, notamment Polly. Ils lui disent même, c'était ta béquille sur laquelle tu te reposais, on a retiré cette béquille, maintenant va falloir te reposer sur nous. Est-ce que cette organisation, ce sera le grand méchant de cette saison? J'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'ils l'ont buté, et j'imagine que pour Tommy, en tout cas, il y aura un moment où il essaiera de se venger, ça c'est sûr, même si il fait semblant de jouer leur jeu pour l'instant. Alors c'est sûr que les scénaristes, eux, ils avaient pas le choix, hein, parce que tout le monde aimait le personnage de Polly, mais étant donné le décès de son interprète en 2021, Hélène McCrory, bah, à part faire du deepfake, ça aurait été compliqué. ouais. Alors les 3 personnages qui sont effectivement envoyés par. Alors elle s'appelle Captain. J'ai trouvé son blaze, hein, j'ai taffé, hein, j'ai pris des notes et tout. Hein. Ouais, Donc le blaze c'est Captain Swing. ouais, Tu ça vois, se là, un nom demandait Gérard. Hein. de Marvel Comics, tu vois. Donc elle s'appelle Captain Swing, S-W-I-N-G. Sûrement, je sais pas pourquoi Swing, mais bon, c'est comme ça. Donc elle est effectivement capitaine de l'IRA. Et les 3 corps qui sont envoyés donc dans la maison de Tommy Shelby, t'as Aberama Gold, Mm. donc Avec qui ils étaient l'amoureux alliés, et puis de. c'était le mec de Polly, plus ou moins, donc maintenant, Voilà, il l'avait c'était demandé le en mec de mariage. Polly qui a été suriné là, donc pendant la Et conférence lui, de. l'acteur était pas mort. Moi, je voulais pas qu'il parte à Berama. C'était un bon personnage, je trouvais. Tu sais, au début, il le présente en disant ouais, on peut pas lui faire confiance, c'est un bourrin, c'est un enfoiré. En fait, il est toujours réglo. C'est vrai. Il a toujours été C'est un réglo, en gitan. fait. C'est un gitan réglo. Voilà, vraiment le gitan réglo. Ils le sont pas tous. Là, je parle dans la série, hein, parce que dans la vie, ils le sont tous. Hein, moi, je veux pas avoir de problème. Donc, Salut nos amis gitans qui nous regardent. exactement. Salut à vous. Et vive les couteaux papillons. Rigole pas, moi j'aime bien les couteaux papillons. Pareil. Pour les ouvrir Pareil, comme ça et tout. Bref. ça le fait. Et donc, pour en venir au Capitaine Swing, dans les 3 corps, t'as Aberama Gold, t'as donc l'autiste, le militaire autiste, pléonasme. Ouais. Je rigole aussi, hein. Pas autiste, mais en tout cas traumatisé. Voilà, tout à fait. Et donc, lui, c'est le 2e corps. Et le 3e corps, et là, on en vient à Polly, c'est Polly. Et d'ailleurs, on les voit même pas. En fait, Polly, ils le disent même pas. C'est-à-dire, ils disent j'ai retiré cette béquille. Et après, tu vois la scène traditionnelle où ils brûlent la roulotte, où tu vois le portrait de Polly seulement brûlé. Mais t'as pas besoin qu'on te le dise ou t'as pas besoin qu'on te l'explique. C'est évidemment clair. Voilà. Ouais, moi j'étais déçu. Mais tu sais, en plus, moi je m'étais tellement pas spoil que je ne savais même pas que Hélène McCrory était morte. Donc je ne savais pas que Polly allait partir de la série. Justement, j'ai vu ça, j'ai fait mais pourquoi?
Et après, je regarde, je fais ah oui, bah pas le choix, oui. Et là, pour être un peu plus sérieux, malheureusement, oui, elle est partie d'un cancer. Je crois que c'est un cancer du sein, ouais, cancer du sein. Et donc, elle n'a pas pu tourner, enfin, elle a tourné aucune scène sur la nouvelle saison. Donc, c'est pour ça que ils mettent en scène son enterrement et ils la font passer pour morte. Donc, dès le début de la série, dans le premier épisode. De la nouvelle saison. Et donc là, t'as la scène avec la caravane qui est brûlée, avec Polly à l'intérieur, avec ses affaires personnelles. Et là, je trouve que c'était vraiment bien foutu parce que t'as des gros plans sur les personnages principaux. Donc t'as Tommy Shelby, t'as son cousin, donc qui s'appelle Michael Gray. Michael Gray. Bah, le fils de Polly. Voilà, le fils de Polly, et qui se jure donc de se venger. Bah, qui le tient responsable pour la mort de sa mère. Est-ce qu'on peut complètement lui donner tort sur le coup? Non, parce qu'il a pris d'énormes risques. D'ailleurs, Polly était contre le projet d'attentat contre Mosley. Donc effectivement, il est en partie responsable de sa mort. Tout à fait. Et donc c'est malheureux. Et il y aura vengeance. Et je pense que toute la saison va se tenir là-dessus. C'est-à-dire sur la vengeance de Michael vis-à-vis de Tommy, mais Tommy comme il est pas né de la dernière pluie. Il y aura ça et de Tommy par rapport à Lyra, mais on va voir que oui, il la pré-shot de toute façon, Michael, et on va revenir dessus, évidemment, parce que là c'est plus sur la fin de l'épisode. Juste par rapport à cette scène de la caravane et l'hommage qui est rendu à Polly, on distingue un instant son regard dans la fumée, je sais pas si t'as fait gaffe, je me suis demandé si ça suggérait qu'elle continuerait d'avoir des pouvoirs surnaturels au-delà de la mort. Parce qu'on voyait, elle se trompait jamais dans ses prédictions, la meuf. Donc, c'est vrai. Ah bah, d'ailleurs, il y a un côté surnaturel qui va être. On en reparlera encore après, surtout sur la scène, tu sais, de fin. C'est obligé. Quand il y a le coup de fil de Tommy à Lizzie, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ce côté surnaturel, et ça me plaît beaucoup, il va être développé dans cette dernière saison, parce qu'effectivement, Polly, déjà dans la culture gitane, t'as beaucoup de, tu sais, t'as toute une mythologie, ils en parlaient déjà dans le film de Sam Raimi qui s'appelle Jusqu'en enfer, où t'as en fait une femme qui est possédée, c'est un très bon film que je conseille. Et donc t'as ce côté-là, mythologie, les esprits et tout. Et effectivement, Polly, tu sens bien qu'elle peut même apparaître en fantôme, quoi. Qu'elle apparaîtra comme ça. Hashtag fantôme de force, peut-être, hein, on sait pas. Elle arrivera avec Obi-Wan Kenobi et tout. Ouais. D'ailleurs, il y a une phrase dans l'épisode où t'entends sa voix. T'entends une phrase qui vient de Polly. Ouais, alors il faudrait que je retrouve la phrase. Ça, tiens. Et c'est une phrase de Polly en fait. Donc elle est présente. De toute façon, elle sera présente que ce soit dans la vraie vie pour les acteurs et dans la saison. Ça, c'est sûr. Et bien sûr, à jamais dans le cœur. Alors, on a Sodom Gimili qui nous dit: j'ai pas vu cette série pour le coup, pourtant, qu'est-ce qu'on m'a bassiné avec ça? Moi, je te comprends. C'est-à-dire que quand j'entends tout le monde parler d'une série, ça m'a fait pareil pour Squid Game, même si j'ai fini par le regarder. Ça m'a fait la même chose aussi pour. Comment ça s'appelait, Casa de Papel, mais là par contre j'ai pas cédé à la pression. En fait, quand j'entends tout le monde faire oh cette série c'est trop bien, faut absolument la regarder, je suis en mode bah non, je ne veux pas la regarder juste parce que tout le monde me dit là, parce que moi je suis une tête de con. Donc tu dois une tête de con un peu comme moi, Sodom, mais sur le coup les gens ont raison. C'est vraiment une série, l'interprétation, les costumes, les décors, la photographie, la direction des acteurs. Limite ce serait peut-être les dialogues s'ils sont super. Limite ce serait peut-être l'intrigue le moins bien. Et encore l'intrigue est super, hein, mais. Non, moi, on la conseille. Je pense que je parle en ton nom aussi. On la conseille vivement parce que c'est un peu dans l'ambiance pour ceux qui ont aimé Breaking Bad en américain. Et bah c'est à peu près la même ambiance. En plus Breaking Bad. Breaking Bad. MSC. Ouais, très bien. Walter Roback is returned. Yeah. On va voir. On essaie de se faire recruter par HBO, mais. Ouais, ça va être dur. Surtout en ce moment, mais. Non, surtout qu'on n'a pas le pass vaccinal, donc je crois que c'est mort. Ouais, même moi je l'ai plus. Après, s'il y a une place sur W9, nous on prend. Hein. On fait les stagiaires, pas de problème. Mais moi je veux pas travailler avec Mathieu Delormeau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Avec Hanouna, encore. Non plus, parce que. Mais tu lui manques hier. Moi, il m'a envoyé un DM Twitter, il m'a dit Tony, tu me manques bébé, fais passer le message et tout. Eh bah écoute, le message est passé. Tu le remercieras de ma part.
Très bien. Après une petite ellipse de plusieurs années, et justement, une petite ellipse de quelques années, c'est ce qui nous est proposé aussi dans cet épisode. Une ellipse de 4 ans, pour être précis, puisque ça nous emmène de 1929 à décembre, la fin de 1933, sur le territoire français, nord-américain, en l'occurrence de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça m'a surpris. C'est un changement de cadre assez drastique pour la série, qui, globalement, pour l'instant, se concentrait sur Birmingham. Alors, il y a un intérêt scénaristique, parce que encore une fois, j'ai taffé. Ah non, mais attention, là, j'ai taffé aussi. C'est qu'en fait, la date, c'est 5 décembre 1933. La date de l'arrivée, donc tu vois Tommy arriver avec un chien. C'est vrai que la date n'est pas anecdotique aussi, ouais. Ah, le chien. On reparlera des animaux après, parce qu'on avait eu cette discussion off sur le fait que Tommy Shelby n'aimait pas les animaux. Mais qui s'était quand même occupé de Oscar, comment il s'appelle le chien déjà de Salomon. Si, Salomon, mais je crois qu'il s'en était pas occupé. Je crois qu'il l'avait même laissé. Si, on en avait discuté. En fait, on pensait qu'il le laissait sur la plage à la fin de la saison 4. Et finalement, déjà, on pensait que Salomon était mort et c'était pas le cas. Et en fait, finalement, lui pensant que Salomon était mort et c'était sa dernière volonté, même s'il lui avait dit va te faire foutre, je m'occuperai pas de ton chien, en fait, il se retrouve chez les Shelby, le chien. Et d'ailleurs, Salomon lui dit, il dit à Salomon, ouais, si tu veux récupérer ton chien dans la saison 5, et il fait non, garde-le, il est bien avec toi. Donc. D'accord. Ouais, parce que on a vu cette discussion sur les animaux, c'est vrai que il aime bien les chevaux pour l'argent, pour les paris sportifs. Alors, quand il bute son cheval dans la saison 5, ça se voit que ça lui fait pas plaisir, et il y a la réaction de son fils par rapport à ça aussi. D'accord. Je le sentais assez distant sur les animaux, mais bon. J'y reviendrai, je vais te dire pourquoi je te dis ça après, parce qu'il y a une scène assez iconique qui me permet de développer ça. Donc pour en revenir à la date, en fait, c'est le 5 décembre 1933, et donc c'est la fin de la prohibition. Et oui. C'est la date de la fin de la prohibition. On sait qu'ils avaient des bises par rapport à la prohibition, notamment avec Capone et compagnie, quoi. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est pour ça, c'est tout l'intérêt de voir la série en VO, c'est qu'en fait, t'as Tommy Shelby qui parle en français. Et il parle comme ça, avec l'accent. Non, son accent est pas dégueulasse en vrai. Hein. Il est pas dégueulasse, mais enfin, il y a un charme, quoi. J'ai trouvé ça super. Et je tiens à signaler, pour une fois, parce qu'en fait, dans plein de séries américaines ou anglaises, quand il y a des Français, bon alors moi pour les séries anglaises ceci dit, mais pour les séries américaines c'est très souvent que quand il y a des personnages français en fait, ils mettent des Américains qui parlent français avec un accent dégueulasse et ils les font passer pour des Français. Là, je suis désolé, les mecs qui sont censés être Français ont absolument aucun accent. Ils se sont vraiment fait chier à recruter vraiment des Français sur le coup quoi. C'est vrai. Ou alors des mecs qui parlent sans aucun accent. Hein, mais... Et puis t'as l'effort de comment il s'appelle l'interprète de Thomas Shelby, c'est Cillian Murphy. Voilà. Chez Cillian Murphy, tu sens que c'est sa voix et qu'il fait l'effort de parler français. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc en plus il dit Miquelon. Moi ce que j'ai adoré c'est qu'il dit pas Saint-Pierre-et-Miquelon, il dit Miquelon. Je trouve ça. T'as kiffé. Tu vois, c'est pas Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon, tu sais. C'est quoi la fréquence sur Saint-Pierre-et-Miquelon? Sûrement 102.7. Hein. J'aurais situé à côté de Sodo Surface Cochère, personnellement, mais. Des fréquences voisines du coup, ça paraît logique. C'est ça. Et donc là, tu as l'arrivée dans le bar. Donc tu as toute cette traversée de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tu as l'arrivée dans le bar, donc il y a le petit chien à côté là. Ça m'a fait penser à un jeu vidéo un des nombreux jeux vidéo qui prend comme base The Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, donc le mythe Lovecraftien, où on se retrouve sur une île comme ça à peu près à la même période, et ça m'a vraiment rappelé cette ambiance-là. D'ailleurs, c'était un jeu qui était un peu oubliable pour certains trucs, mais justement cette ville était cool et ça me l'a rappelé. Alors oui, tu parles du bar. Moi, j'ai été choqué. Il rentre dans un bar et il boit de l'eau. C'est genre la première fois de la série que ça arrive, quoi. Et oui. Et on apprend plus tard que pendant ces 4 ans, en fait, il arrête l'alcool. Oui, parce qu'en fait, finalement, la sobriété de Tommy, ça se révèle être un élément important de ce premier épisode et peut-être de toute cette saison, visiblement. Et ça fait écho à toutes les fois où, dans les autres saisons, on conseillait à certaines personnes du clan Shelby d'arrêter le whisky. Alors, généralement, ils ajoutaient, ouais, tu devrais plutôt te mettre à la bière. Lui, il n'y a même pas de bière sur le coup, c'est juste de la flotte. Mais, je sais pas si tu as remarqué, tout le monde veut absolument faire boire Thomas Shelby dans cet épisode et en étant ultra lourd, hein, genre en le menaçant s'il boit pas le gars. C'est vrai. Alors que lui, il opte pour quelque chose de plus sage, de tourner à l'eau et tout. Et il dit ça l'a rendu plus patient et plus calme. Moi, ce qui m'a plu, c'est le nom du bar, c'est chez Robert, tu vois. Donc il y avait le côté un peu le petit clin d'œil. J'aurais préféré chez Gérard, tu vois. Mais bon, c'était chez Robert. C'est qui veut me parler? Voilà, tu vois. Mais il arrive dans le bar et effectivement, moi j'ai trouvé les acteurs français assez performants, tu vois. Surtout celui qui vient l'embrouiller dans le bar là.
Et effectivement, il lui demande de boire, de trinquer pour en fait les gens qui sont forcément au chômage suite à la fin de la prohibition. Parce que sur cette île de Saint-Pierre-et-Miquelon, il faisait donc les bateaux arrivaient bourrés d'alcool sur le je trouve que le terme est bien choisi, bourrés d'alcool sur l'île, et en fait de l'île il passait aux États-Unis pour alimenter entre autres le réseau de Chicago d'Al Capone. Ouais. Et donc là, comme c'est la fin de la prohibition, il se retrouve au chômage. D'où l'animosité des personnes de l'île, en fait, des habitants de l'île, qui se retrouvent au chômage et qui trouve comme responsable Thomas Shelby. Bah Voilà. ouais, parce qu'il disait et tout notre bise. Il devient quoi? Mais Thomas Shelby aussi, il avait un bise là-dedans, donc quelque part. Bon, allez, j'imagine que lui, il a vraisemblablement réussi à se retourner. Et on voit que notamment, il veut s'incruster dans le réseau de ce fameux oncle Jack, justement par rapport à Michael, qui est la femme de Michael, c'est l'oncle de sa femme. Et d'ailleurs, ouais, je sais pas si t'as vu, du coup, il y a tout un... Il a plein de nouveaux associés, visiblement Michael, je sais pas trop d'où il les sort. Il y a quand même un de ses associés qui met un gros coup de pression à Thomas, justement, un des mecs qui tente absolument de le faire boire. Exactement, parce que en fait, normalement la réunion est terminée, et le mec insiste, en fait, il dit non, c'est moi qui choisis quand c'est terminé. Et ces gars-là, en fait, ils travaillent pour Jack Nelson, c'est un gang à Chicago, tu vois, j'ai regardé, c'est un personnage fictif, hein. Donc c'est pas quelqu'un qui est connu comme Capone. Voilà, c'est pas Capone. Et donc effectivement c'est le gang qui travaille avec Michael, donc son cousin, qui a juré de se venger. Donc, alors un gang, mais visiblement le mec il a acquis une certaine respectabilité, vu que je sais pas, il s'entretient avec le président des États-Unis. C'est ça. Bon, ça a toujours été lié, hein, la pègre, tu sais. Je sais pas si Al Capone il était dans le bureau ovale quand même, tu vois. Celui-là non, il était trop méchant, trop teigneux. Mais t'as certains mafieux qui étaient en relation avec des politiques, évidemment. Et même des chanteurs. Frank Sinatra était en relation avec la pègre italienne de l'époque. Mais celui-là, le Jack Nelson, il est irlandais. C'est un Irish. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça, on y reviendra sur la scène de fin, qu'en fait, Thomas Shelby va jouer là-dessus, sur le fait qu'il soit irlandais, en sachant qu'il connaît la mafia juive de Boston. Et t'as une autre, je crois que t'as encore une autre mafia italienne à Boston. Donc il va jouer là-dessus pour vendre sa cam, son opium. Parce que le but de la réunion, c'est de refourguer l'opium qu'il a eu par les Chinois. Ouais, parce que ça c'était déjà l'opium qu'il y avait dans la saison 5, ouais. The purest opium, ouais. Voilà, et le refourguer donc à Boston. C'est ça le but de la réunion. Et donc pour en revenir à ce que tu disais, effectivement le représentant de Jack Nelson de Boston, il lui laisse pas terminer la réunion et il lui demande un poème. Oui. Tu vois. J'ai cru qu'on était dans les débats de Gérard, mec. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai cru que Thomas Shelby il allait dire je voudrais te dire je t'aime sur une montagne d'opium. Ça. Il lui demande un poème, donc lui il s'exécute. Alors, tu sais ce que je pensais vraiment qu'il allait répondre, qu'il allait faire le même poème qu'ils font toujours, tu sais, in a cold winter night, genre par une sombre nuit d'hiver, une froide nuit d'hiver. C'est le truc à chaque fois il récite avec Arthur. Sous la couette, on fait l'amour. Et là j'aurais compris, mais là il est parti dans une autre phase et du coup j'ai pas trop capté, mais. Alors là, il sort un vers de William Blake, tiré de je sais plus quel bouquin, qui est un. En fait, le vers, il est assez exceptionnel parce que ça parle de la colère, de la vengeance. Et là, en fait, indirectement, il s'adresse à son cousin. Il lui dit la colère, faut la laisser parce que sinon ça va te détruire. Et j'ai trouvé ça plutôt bien trouvé. En même temps, il donne le poème pour faire plaisir à la pègre de Boston, là, irlandaise, et en même temps, il adresse un message à son cousin. Pour lui dire, écoute bonhomme, je sais que tu veux te venger, mais ça va pas se passer comme ça. Ouais. On voit déjà dans cette réunion qui veut piéger son cousin, là, justement, Thomas. Ouais, exactement. Avec le truc de la mallette. Aussi, ce qui est magnifique, j'ai trouvé, déjà, tu parlais de la séquence d'entrée par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'en fait, cette séquence d'entrée, elle est super bien rythmée avec la musique rock, tu sais, avec les riffs de guitare, là, avec la l'OST de Peaky Blinders est toujours de toute façon exemplaire. Hein. Ah ouais, c'est vraiment magnifique, hein, pour les gens fans de... Elle était peut-être un tout petit peu en deçà dans ce premier épisode, tu vois. Normalement, c'est rare qu'il y ait un épisode de Peaky Blinders où je résiste à l'envie de chasamer un moment, et là, je crois pas l'avoir fait.
Ouais, bah moi j'ai trouvé cette musique-là est extraordinaire et celle de l'intro aussi là, tu sais, dans les brumes là, avant qu'il aille sur le terrain vague. J'ai trouvé ça très très bon. Voilà, désolé, hein, je me sers un verre de gingembre, Oula citron. Ouais, dans 20 ans il y en aura plus, c'est comme l'eau, comme dirait Jean-Claude Van Damme. On avait dit Il y pas en de aura marque. Hein. Alors on voit le fils de Tommy dans les passages un petit peu obligés dans la checklist qui est complétée dans cet épisode en mode que sont-ils devenus. On le voit qui veut répondre au téléphone à un moment, mais en gros voilà, ça sert à rien, c'est juste pour dire qu'il est encore vivant globalement. Qui d'autre on voit? On voit Arthur qui a l'air d'être une épave en fait globalement. C'est une épave, c'est un clodo, ça on peut le dire. Il fait de la peine, hein. Il est dans des est fumoirs vraiment d'opium toute la journée visiblement. Ouais, il est même pour, tu sais, il y a cette cérémonie là, enfin il fait une petite fête pour les enfants où il doit se faire passer pour le Père Noël et changer de nom comme moi à l'époque, tu vois. Donc il doit se faire passer pour le Père Noël et en fait finalement non, il est complètement bourré sur les marches, Mais il a son clodo. costume. Il a quand même le costume du Père Noël. Il a quand même le costume, c'est vrai. Mais Il voilà, y a quand même une volonté de faire les choses bien. Même si, bah Ouais. voilà, on se foire avant la ligne d'arrivée, évidemment. Oups, j'ai glissé sur un tas d'opium. Voilà, ça peut arriver. Et puis il y a sa sœur Ada, parce que Arthur, donc c'est une fratrie. Là t'as Ada, t'as Thomas et t'as donc Arthur qui est devenu une loque humaine. Et bah t'as Ada qui essaie de l'aider, qui lui dit. Et là tu vois bien qu'effectivement elle essaie de reprendre le rôle de Polly sur le côté protectrice, maman, qui va essayer de sauver Arthur. Mais oui, c'est vrai qu'il fait de la peine, Arthur. Alors j'espère qu'il y aura une rédemption qui va tourner à l'eau ou à estimante. Pêche. Arthur, moi, c'est toujours le personnage où c'est toujours pour lui que je m'en fais le plus, bizarrement, dans la série. Parce que je le sens que c'est à la fois le plus costaud, mais aussi le plus fragile. C'est le plus C'est costaud ça. physiquement, mais le plus fragile dans sa tête, quoi. Ouais, mais tu sens le truc, parce que là, il le présente. Ils sont dans un extrême où Arthur, il est complètement. Bon, voilà, il est en mode lock, alcoolo. T'as Thomas qui tourne à l'eau, tu vois, et tu te demandes. Ah, ils sont en train de nous préparer, tu sais, un truc. Moi, je vois le truc comme ça. Hein. L'intervention On- du frère. on verra si j'ai tort. Tu sens que Arthur, il va stabiliser, tu vois. Il va sortir de son enfer alcoolique, et tu sens que Thomas, il va retourner un peu dans l'alcool, et ça va nous donner un truc comme Impitoyable, tu sais, avec Clint Eastwood. Je pense que t'as vu ce film. Je ne l'ai pas vu, Ou- sur le coup, j'ai pas la ref. Alors il faut que tu le vois, c'est extraordinaire. Où t'as en fait t'as Clint Eastwood qui est un tueur d'enfants, de femmes Et et tout, n'hésitez pas, faites des dons qui pour Clint Eastwood. qui est en phase de rédemption et qui va sauver en fait une prostituée qui a été attaquée par des cow-boys, qui a été tailladée par des cow-boys. Donc il y a une prime, Clint Eastwood y va en fait pour sauver, enfin pour tuer les cow-boys sur ordre de cette prostituée. Et en fait il boit pas, sauf que quand il commence à boire, là il dessoude tout le monde, quoi, tu vois. Et moi je sens que le scénariste va prendre à peu près la même trame et tu vas voir que Thomas Shelby, au bout d'un moment, il sera tellement au bord du précipice, il va commencer à teaser et il va défoncer tout le monde. Moi, je vois le truc comme ça. Je sais pas si je me trompe, mais on verra. De toute façon, il y aura 6 épisodes. Ouais, je sais pas. Ce serait un peu bizarre avec l'angle qu'a commencé à prendre cette série, tu vois. Moi, je le vois plus en mode. Bon, bah voilà, j'ai envie que pour ce dernier arc et peut-être cette dernière partie de ma vie, être vraiment au taquet. Parce que là, j'ai trouvé un ennemi qui était plus balèze que moi. Oh, tu remarqueras qu'on n'a pas revu Mosley. C'est vrai. On l'a pas revu alors que c'était quand même lui l'antagoniste de l'épisode de la saison précédente. J'espère que ça va pas être juste bon bah voilà, c'était un prétexte, on revoit plus Mosley, mais à partir de maintenant c'est Lyra, voilà, c'est eux les méchants et du Non, coup, je pense pas. on manquera un petit quelque chose quoi. C'est pas le genre du scénariste. T'auras Mosley, Salut, t'auras mèche. Captain Swing de Lyra, tu les auras tous. T'auras Salomons, évidemment, interprété brillamment par Tom Hardy. Tu les verras tous, hein. Et même Churchill, je pense, parce que là tu vois pas trop de Churchill. Il y a Churchill quand même. C'est vrai que ça hein, fait un faut pas moment oublier. qu'on l'a pas vu lui avec ses gros barreaux de chaise. Ouais. Pour l'instant, il est là. Bon, après, c'est Churchill, hein, donc forcément, c'est lui qui gère tout. Hein. Mais He's oui, got je the pense que tu power. les verras. Yeah. Alors, et donc, il nous reste que la fin de l'épisode sur lequel on s'est pas trop approfondi, où justement, on a Michael. Oui. Excuse-moi, je voulais dire un truc sur Vas-y. l'ambiance aussi. Tu sais, dans le bar, ça fait très western. C'est pour ça que je parlais d'Impitoyable. Je t'ai fait la Là, ce relation serait avec plutôt de Impitoyable. l'Eastern, hein, puisqu'ils sont quand même plutôt à l'est du continent américain. Oui, c'est vrai. Mais ambiance western, tu sais, Far West. Et alors, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que t'entends en bruit de fond un bruit qui fait penser à, tu sais, la scène d'entrée dans Il était une fois dans l'Ouest. Celui-là, tu l'as vu.
Il était une fois dans l'Ouest. Sûrement. Je t'avoue, Voilà. j'aime vraiment pas les westerns, du coup. Ah bah en fait, t'as une scène d'entrée assez culte où t'as Charles Bronson qui sort du train, qui est attendu par 3 longs manteaux, là, par 3 assassins. Et en fait, la scène, elle dure 30 minutes, elle est magnifique, hein, avec des gros plans. Et en fait, t'as un bruit de fond, t'as en fait, tu sais, un moulin à vent qui tourne comme ça, qui fait tu vois, t'as en bruit de fond. Et là, t'as exactement le bruit de fond dans l'hôtel là, enfin oui, dans le bar là, où Thomas Shelby fait sa réunion. Exactement le bruit de fond. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil. Voilà, je voulais préciser ça aussi pour les. Ah, du coup, je t'avoue, j'ai pas percuté sur ce truc-là précisément, quoi. Et ouais, donc ouais, l'épisode nous laisse sur un Michael qui s'est fait pécho, en fait, mais par la police, conformément au plan de Tommy. Et Tommy qui vient lui rendre visite en prison, justement. Et à la fois pour le narguer, pour lui rappeler un petit peu que c'est lui qui décide, pour potentiellement essayer de le récupérer pour la suite de son plan, même si ça me semble compliqué, étant donné la rage, puisque c'est là-dessus que ça se finit, la rage de Michael envers Tommy, qu'il a utilisé comme un pion dans son plan, justement pour faire affaire avec ce fameux oncle Jack, et il finit en disant You're the devil, Tommy, tu es le diable. Et ça, c'est pas la première fois qu'on lui dit. C'est vrai. Parce qu'on nous demande, est-ce que les méchants c'est l'IRA? En fait, il n'y a pas de gentils dans la série. Hein. C'est les Shelby, ils sont. Quand t'as un différent avec eux, ils te mettent des coups de lame de rasoir dans les yeux. Donc. C'est ça, c'est leur coutume. Il n'y a pas de diplomatie chez les Shelby, c'est ça. Il y a un peu de diplomatie avant, généralement, mais bon, si ça suffit pas. C'est vite fait, hein. C'est une ou deux phrases, et puis voilà. Après, ils prennent la casquette, et comme tu dis. Ils tailladent les yeux, bah c'est leur. Non, des fois c'est en mode classe. Rappelle-toi le face-à-face avec Shangri-La où il vient dans son bureau en disant bon, bah on va faire une vendetta. Là, on discute tranquillement dans ton bureau. Tiens, mon costume il est plus joli que le tien. On va épargner les civils, on va épargner les enfants. Par contre, je vais buter tout ton clan. Bonjour, bah voilà, c'était juste pour te dire ça. Je m'en vais. Donc il y a quand même ce côté un petit peu. On va faire des tueries, mais avec une certaine classe, une certaine déontologie, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a toujours la classe, hein, toujours dans des beaux costumes. Moi, j'adore les costumes. Hein. On n'a pas parlé des costumes, mais t'as vu la classe que c'est. Hein, pas que ceux de Thomas, d'ailleurs. Souvent, Arthur, il a aussi des costumes plutôt classe. Ah ouais. Ouais, bon là, ils sont remplis de vomi. Oui. Malheureusement, hein, l'alcool aidant. Ça a créé des nouveaux motifs, on va dire, sur les. Voilà, il y a des écussons. Voilà, mais effectivement, voilà, c'est plus comme avant. Ouais, non, mais les costumes sont très classe. Hein. Vraiment, moi j'adore. J'ai même failli en acheter un, tu vois. Et je vais peut-être en acheter un. J'ai vu qu'ils étaient sur internet et moi j'adore les costumes. J'aime bien les belles sapes, donc je vais voir. Ah, je voulais juste revenir encore sur le bar, l'ambiance western. C'est que je sais pas si j'ai trouvé ça juste magique, quoi. Le passage John Woo. J'ai mis une pause à l'enregistrement, donc s'il y a un passage important qui est coupé, mais la chronique est déjà un peu longue, n'hésitez pas à regarder la version in extenso sur mon autre chaîne, Diamond Radio Libre, DaiFM, que je vous mettrai en lien. Du coup, quel bilan on peut faire de ce premier épisode? Est-ce que c'est à la hauteur de nos attentes? Est-ce qu'il y a quand même des petits trucs à déplorer? Moi, dans les trucs que je déplorerais, je les ai signalés, c'est dommage pour Aberama, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir sa vengeance. Parce que Paulie, c'était un peu tout pour lui quand même, tu vois. Enfin, il se la rêvait, la meuf, quoi. Donc, j'aurais aimé voir Aberama, je sais plus, Aberama Gold, je crois. Voilà. Aberama Gold. Et j'aurais aimé le voir, sachant la folie un petit peu du personnage aussi et son pragmatisme, ce qu'il était prêt à faire. Et le mec, en plus, qui aurait eu tout perdu, parce qu'il aurait perdu son fils, il aurait perdu Polly. Là, le mec, il aurait été en roue libre. Ça, j'aurais aimé voir ça. Et Mosley, j'aurais aimé quand même avoir quelques minutes, quelques plans, au moins une scène avec lui dans cet épisode pour faire le lien avec la saison précédente et pas avoir l'impression que, maintenant, on part sur complètement autre chose. Même si je pense que Mosley, il reviendra, hein, t'inquiète pas pour ça, il reviendra, c'est sûr. Peut-être même en épisode 2. Et moi, pour ma part, je pense que ça se sent. Moi, j'ai adoré l'épisode sur la photo, sur l'ambiance, sur le scénario, sur le jeu d'acteur. Mais bon, c'est vraiment une de mes séries préférées, donc vraiment, j'étais vraiment comblé. Je voulais juste revenir sur la dernière scène. Alors, il me semble que c'est dans cette scène-là, tu sais, où en fait, il parle de sa fille qui est malade. On parle de la fille de Thomas Shelby qui est malade. Et t'as donc Lizzie, donc la femme de Thomas Shelby, qui est au téléphone avec Thomas.
Là, tu vois Thomas qui s'est tapé une pute, c'est Ouais. pas bien Thomas. Comme d'hab. Hein, voilà. L'adultère, c'est vraiment pas bien Thomas. En plus, t'arrêtes de boire, donc arrête les putes, j'ai envie de te dire. T'aurais pu T'es en parti dans profiter. un bon karma. Bah oui, t'arrêtes l'alcool, donc arrête les putes. Donc il se tape sa pute, il est au téléphone avec sa femme. Et là, en fait, sa femme lui raconte que sa fille a fait de la fièvre, qu'elle a eu une forte fièvre et qu'elle a eu des hallucinations. Et là, Ouais. on Ah en oui, revient c'est à... vrai, j'avais zappé ce truc-là, ouais. Ah ouais, mais moi j'ai noté. Oui, Alors là, attention. qu'elle dit des trucs et tout de suite ça l'interpelle et genre il veut prendre le bateau pour arriver immédiatement, quoi. Et là, ça en revient à la mythologie, Mm. tu sais, Ouais. gitane, à leurs croyances et tout. Alors j'ai noté la phrase. Est-ce que c'est J'espère pas ça te l'esprit de Polly qui s'est insufflé en elle? Alors en tout cas, c'est un gros avertissement parce que lui veut prendre le bateau, tu vois, et retourner directement voir sa fille. Tellement c'est grave. C'est quelque chose de satanique. Alors j'ai noté la phrase, je vais le dire. Hein. T'inquiète pas, ça portera pas de poids à ta chaîne. Hein. C'est juste voilà une phrase. Donc c'est Tikner Mora au bang bang, tu vois. Et ça veut dire, parce que j'ai fait des recherches dans le petit Robert Gitan, bah, le petit Roberto. Tikner, ça veut dire petite fille. Mora, ça veut dire ami. Et bang bang, ça veut dire diable. Et Mora, ça peut être aussi interprété ami et mort. C'est pour ça que le gars, il est en panique totale. Et en plus, dans sa vision, en fait, la petite fille voit un homme aux yeux verts, tu vois, qui peut représenter le diable, et également les yeux verts les croyances gitanes, c'est la jalousie. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Le vert est souvent associé à la jalousie, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il demande à sa femme d'éviter que sa fille soit en contact avec de l'eau et des chevaux. Tu vois. Donc il y a quelque chose qui se trame vis-à-vis de sa fille qui est du mystique en fait. Et j'ai trouvé du surnaturel et j'ai trouvé ça magnifique. J'espère qu'ils vont pas trop en mettre dans la saison quand même. Alors je crois qu'il y a également une référence à Kubrick. Ça, il faudra que je revérifie, mais je crois que j'ai vu la scène où est Thomas Shelby quand il a cette annonce, c'est la chambre 237. Il faudra que je revérifie, mais il me semble que sur les clés, il y a marqué 237. Et 237, c'est la chambre où il y a eu l'assassinat de, tu sais, dans Shining, quand Jack Nicholson défonce la porte avec la hache, là. Oui. Et je voudrais juste revérifier, mais je crois que j'ai bien vu 237. Voilà, pour les gens ne manqueront pas de nous le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme note à cet épisode? Est-ce qu'on peut lui mettre un petit... Allez-y, foncez dedans sur 20. Ah, sur 20? Alors je mets 21. Allez-y, foncez dedans sur 20. Moi, je mets 20. Bah, moi, je mets la phrase iconique de Gérard, évidemment. Si vous aimez les beaux costumes, si vous aimez les mafieux, allez-y, foncez dedans, foncez dans cette 6e saison pour le moment, en espérant que les personnages qui manquent, leur absence n'handicapera pas trop le récit et surtout ce cortège de personnages. Est-ce qu'il y aura des gens qui prendront vraiment la relève, hein, comme tu le disais, avec la sœur qui essaie de prendre un petit peu la place de Polly, etc. Bon, mais est-ce qu'elle aura voilà, l'aura de Polly? Ça, j'imagine que ce sera évidemment impossible. Et donc voilà, on essaiera de vous chroniquer régulièrement, peut-être un peu moins longuement, mais là c'était la reprise, le premier épisode, donc on était obligé de remettre un petit peu de contexte. Dites-nous YouTube dans la rediffusion si vous aimez ce petit format pour patienter entre deux grosses vidéos, un petit peu de react, et sinon abonnez-vous à mes autres chaînes, Diamond Radio Libre pour les lives et la chaîne gaming pour le gaming. Et toi Tony, c'est Tony XX je crois sur YouTube. J'y vais pas souvent, mais ça me fait plaisir si vous voulez vous abonner. J'ai pas besoin de dons, donc donnez tout l'argent que vous me destinez à Diamond, voilà. Il m'invitera chez lui. Faites des dons à cette modeste rédaction. Pour faire une bouffe, je pense, je viendrai avec grand plaisir. Eh bah écoute, l'invitation est prise, ainsi que celle pour la review des prochains épisodes.